Bonjour à tous, je suis très heureux de vous revoir après cette longue pause estivale. Aujourd'hui, je vous propose de repartir en Chine. Comme vous le savez, nous avons déjà découvert ce pays via le Xinjiang. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets ici. Aujourd'hui donc, nous allons dans un autre territoire. Un territoire légendaire puisque d'une part, les gens ne mangent pas de poisson à la fois pour respecter la vie aquatique mais aussi en raison des croyances bouddhistes. Un territoire composé de 3 lacs sacrés dont le lac Yantrok qui est l'un des lacs qui change le plus de couleurs en fonction à la fois de la lumière et de la météo. Un territoire qui est peuplé d'animaux légendaires, à commencer par le yak, mais aussi par l'abominable homme des neiges, le fameux Yéti. Enfin, un territoire qui est surnommé le toit du monde, car effectivement, on retrouve le sommet le plus élevé de notre planète, le mont Everest. Eh bien, ce territoire, vous l'avez bien compris, il s'agit du Tibet. Et si cela vous intéresse, je vous invite fortement à regarder ce qui suit. Le plateau tibétain regroupe 3 provinces chinoises. Vous avez d'abord le Tibet, puis le Qinghai et l'ouest du Sichuan, que l'on appelle le Kham, pour une superficie totale de 2,1 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois la France ou un quart du territoire chinois. Il a pour voisin au nord le Xinjiang, le Gansu au nord-est, le Sichuan à l'est, le Yunnan au sud-est et enfin au sud le Myanmar, l'Inde, le Bhoutan et le Népal. Le nom Tibet vient d'un héritage arabo-persan, Tiba ou Tuba, qui est lui-même issu de la retranscription chinoise d'un royaume tibétain médiéval que l'on désignait par Tufan ou Tubo. Regardons plus en détail le relief. Alors, le plateau tibétain est un vaste ensemble de plateaux, dont notamment le Shantung, la plus grande aire située au sud-ouest du plateau. Il s'agit du plateau habité le plus élevé de la planète avec une altitude moyenne de 4900 mètres. Si vous voulez, le plateau tibétain résulte de la collision entre la plaque indienne et la plaque eurasienne. Il s'agit du plus vaste plateau au monde avec 5 millions de kilomètres carrés. Il est entouré de 3 chaînes, à commencer par la cordillère Kunlun. Il s'agit d'une immense chaîne de montagnes qui s'étend sur plus de 3000 km, longeant le nord du plateau tibétain, du Pamir à l'ouest jusqu'au Qinghai à l'est et culminant au Kongurta à 7649 mètres. Il s'agit tout simplement d'une région pratiquement inhabitée. À l'ouest du plateau tibétain, vous avez le Karakoram. Il s'étend sur une longueur de 500 km. Contrairement au Xinjiang, la partie tibétaine du Karakoram n'abrite pas les grands sommets de plus de 8000 mètres. C'est là qu'on retrouve notamment la vallée de Shaksgam, administrée par la Chine et géopolitiquement importante. Au sud du plateau tibétain, on retrouve la fameuse chaîne de l'Himalaya. Alors pour rappel, le mot vient du sanskrit, Hima signifiant neige et Alaya la demeure. Il s'agit d'un ensemble de chaînes de montagnes s'étirant sur 2400 mètres de long et large de 200 à 400 km, où il forme la frontière du plateau tibétain. C'est dans cette chaîne que l'on retrouve 10 des 14 sommets les plus hauts du monde, dont l'Everest, le sommet le plus élevé à 8849 mètres, mais aussi le Lhotse à 8516 mètres, le Makalu à 8485 mètres, le Shoyu à 8188 mètres et le Shishapangma à 8027 mètres. À l'est, enfin, nous retrouvons les monts Hangduang, qui correspond à l'ancienne région culturelle du Kham. Elle marque la transition entre le plateau tibétain et les provinces chinoises du Sichuan et du Yunnan. Ce toit du monde, appelé ainsi, est aussi la source de nombreux fleuves, à commencer par le Yangtze, le fleuve jaune, mais également le Mekong, l'Indus, le Brahmaputra, le Salween, l'Irrawaddy et le Sutlej. Mais le fleuve le plus long du Tibet
est le Yarlung Tsampo, 2900 km. Il traverse tout le sud du plateau d'ouest en est avant de plonger dans la faille de l'Himalaya et de devenir le Brahmaputra. Le Yarlung Tsampo compte de nombreux affluents, dont la rivière Lhasa et la rivière Nyangshi. À noter enfin que le climat du Tibet est à la fois continental, sec et froid. Regardons plus en détail la géographie humaine. Vous avez à peu près entre 6 à 7 millions d'habitants. Alors, il faut d'abord regarder les 3,5 millions d'habitants uniquement dans le Tibet, ce à quoi on peut rajouter 1,5 million de Tibétains vivant dans le Qinghai et un autre 1,5 million dans le Sichuan. Mais à noter que cette population est majoritairement rurale aux 2/3 et que cette proportion de ruraux diminue puisqu'en 2000, vous avez 85% de ruraux. Mais il existe un certain nombre de villes, à commencer par Lhasa. Lhasa, dont le nom signifie lieu des dieux, est la capitale du Tibet depuis le 7e siècle. La ville compte 400 000 habitants et est concentrée autour de la rivière Lhasa, un affluent majeur du fleuve du Yarlung Tsampo que j'ai mentionné. Elle est considérée comme le cœur religieux du bouddhisme tibétain, avec ses nombreux monastères et ses temples majeurs. 80 à 85% de ses habitants sont tibétains. Ensuite, vous avez Chigatse, qui est la deuxième ville du Tibet, située à 280 km du sud-ouest de Lhasa. Il s'agit d'un centre religieux et politique qui accueille les monastères de Tashilhunoi, qui est aussi le siège du Panchen Lama, la deuxième plus haute autorité spirituelle du bouddhisme tibétain après le Dalai Lama. La ville est entourée de vallées agricoles proches du Népal et le camp de base nord de l'Everest. Puis nous devons mentionner la ville de Chamdo, qui est située dans l'est du Tibet, qui est le centre culturel du Kham. Il s'agit d'une région montagneuse et de vallées profondes et d'un carrefour commercial historique entre le Tibet, la Chine et le Yunnan. Elle fut le théâtre de la fameuse bataille du Chamdo en 1950 qui marque le début de l'intégration chinoise. Puis nous devons mentionner la ville de Nachu qui est située au nord du Tibet dont le mode de vie dominant est l'élevage nomade car ses pâturages sont considérés comme parmi les meilleurs du Tibet. Elle est aussi un point de passage important entre le Tibet et le reste de la Chine. Dans le Qinghai ou Lamdo, nous devons également mentionner la ville de Xining, qui est la capitale provinciale du Qinghai, en bordure nord-est du plateau tibétain et qui est une porte d'entrée vers le Tibet historique. Avec 6 millions d'habitants, sa population est beaucoup plus multiethnique, avec une population majoritairement Han, mais aussi des Tibétains et des Hui. L'autre grande ville comptant une minorité tibétaine importante est Golmud, une importante ville industrielle et un nœud de communication. Enfin, dans la partie tibétaine du Sichuan, nous devons mentionner la ville de Ganding, qui est une ancienne porte d'entrée du monde tibétain Kampa, du Kham. Elle est entourée de hautes montagnes et traversée par la rivière Jejuo. Nous pouvons également mentionner la ville de Garje ou Ganji, qui est un autre centre culturel important du Kham. En extrême ouest du plateau, on peut enfin citer la ville de Chechuhe, petite ville administrative, capitale de la préfecture de Ngari. Alors depuis tout à l'heure, je mentionne un certain nombre de provinces, puisque administrativement, le Tibet était coupé en 4 provinces historiques. Nous avions d'abord l'Utsong, l'Amdo, le Kampa et le Ngari. Alors regardons plus en détail ces 4 provinces, à commencer par le Kham. Le Kham a été divisé et incorporé d'une part à la province du Yunnan. Il s'agit de la préfecture autonome de Dixing avec la fameuse ville de Shangri-La, nous l'avons mentionné déjà dans la vidéo de la Chine du Sud-Ouest, mais également de la préfecture autonome d'Aba et de Kanzi. Ces deux simples préfectures autonomes correspondent à la moitié de la superficie de la province du Sichuan. Puis nous devons mentionner l'ancienne province d'Amdo, qui correspond aujourd'hui à la province du Qinghai. Alors, il faut considérer que cette province est la province chinoise la plus grande en termes de superficie, ce qui exclut automatiquement, lorsque j'aborde le mot province, les régions autonomes comme le Xinjiang ou le Tibet. Mais il s'agit de la 3e province la moins peuplée de Chine. Son nom vient du lac Qinghai, le plus grand lac de Chine. D'abord très lié au monde tibétain à partir du XIIIe siècle, la région se voit peuplée de Mongols. Ce sont entre autres les Mongols Kotchut qui s'y installèrent et c'est leur chef Guchi Khan
qui va devenir le protecteur du 5e Dalai Lama. Tout ceci, nous l'expliquerons dans la partie historique de la vidéo. Mais en 1723-1724, l'intervention des Qing lors de la révolte des Koshu conduisit à l'intégration de la province du Qinghai dans le système impérial. Aujourd'hui, le Qinghai est une région stratégique riche en ressources avec du cuivre, du sel, du pétrole et des énergies renouvelables. Enfin, nous avons l'Utsang et le Ngari qui forment aujourd'hui la région autonome du Tibet. Pour rappel, une région autonome est une région créée où la majorité des ethnies n'est pas Han. En l'occurrence ici, le Tibet. Nous l'avons déjà vu puisque nous avons déjà abordé le Xinjiang et le Guangxi. Le Tibet, administrativement, est divisé en 3 villes-préfectures, dont Lhasa, nous avons déjà mentionné, et en 4 préfectures, à commencer par le Ngari. Alors, le Ngari, c'est la zone la plus reculée et la moins peuplée située à l'ouest du Tibet. Les paysages sont altiplano, c'est-à-dire désertiques avec des régions de haute altitude caractérisées par un climat sec, mais aussi des reliefs arides, ainsi que des lacs salés et des montagnes importantes comme le Kailash, qui sont considérées comme des montagnes sacrées pour les hindous, les bouddhistes, les jaïns et les bön. Au nord de la région autonome du Tibet, vous avez le Nakshu, où on trouve de vastes plateaux stépiques et une population nomade ainsi qu'une vie pastorale tournée autour des yaks et des moutons. Puis nous devons citer le Shannan, qui correspond au sud-est de Lhasa, autour de la vallée du Yarlung. C'est le berceau historique de la civilisation tibétaine et de ses sites anciens comme Samye, premier monastère bouddhique. L'agriculture est développée grâce aux vallées fertiles. Et enfin le Nyingri, qui est la dernière préfecture située au sud-est du Tibet, près de l'Arunachal Pradesh, avec un climat beaucoup plus doux et humide et une végétation luxuriante dans la vallée de Yarlung Tsampo. On la surnomme la Suisse du Tibet. Concernant le tourisme, nous pouvons d'abord mentionner le patrimoine culturel et religieux, à commencer par le palais du Potala à Lhasa, qui est l'ancienne résidence du Dalai Lama, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais également le monastère de Jokang, un centre spirituel du bouddhisme tibétain et un haut lieu de pèlerinage. Également le monastère de Tasilumpo à Chikatse, qui est un siège traditionnel du Pachen Lama, mais également le Kubum dans le Qinghai, qui est un grand monastère bouddhiste, qui est lié plutôt à Tsongkhapa, un fondateur de l'école de Gelugpa, le monastère de Labrang dans le Gansu, qui est l'un des plus importants hors de la région autonome du Tibet, et sans oublier les nombreux dzong, ces monastères forteresses, à Gargé, Olitang, Dergé, etc. Concernant le patrimoine naturel, il faut citer les montagnes et hauts lieux sacrés, notamment le mont Everest, comme on l'a vu, le plus haut sommet du monde, à la frontière entre le Tibet et le Népal. Le mont Kailash, comme on l'a mentionné, qui est une montagne sacrée pour les hindous, les bouddhistes, les jaïns et les adeptes du bön. Et le mont Nyingchen Tangla, qui est connu pour ses paysages spectaculaires et ses hauts sommets, ainsi que ses glaciers. Concernant ces lacs, on peut mentionner le lac Namso, le lac Yamdrok, que j'ai mentionné en introduction, ou le lac Manasarovar, ainsi que le lac Qinghai. Enfin, il existe un certain nombre de parcs et de réserves, à commencer par la réserve naturelle des 3 fleuves entre le Yunnan, le Sichuan et le Tibet, classée au patrimoine de l'UNESCO, les steppes de Changtang au nord du Tibet, le parc national de Jiuzhaigou à la bordure du plateau dans le Sichuan, et enfin le parc national de Yading dans le Sichuan. La langue officielle du Tibet est naturellement le mandarin puisque nous sommes dans un territoire chinois. Mais il existe aussi un certain nombre de langues locales, à commencer par le tibétain, qui curieusement fait partie de la même famille que le mandarin. En effet, il s'agit de la famille sino-tibétaine, qui comprend 2 grandes branches. Vous avez d'une part les langues chinoises, dont le mandarin, mais aussi d'autres comme le cantonais, et d'autre part, vous avez les langues tibéto-birmanes, dont le tibétain. Mais revenons plus en détail au tibétain. Il existe 3 variétés de tibétain. Vous avez d'abord le tibétain d'Amdo, de Kham et de Lhasa. Et d'ailleurs, c'est ce dernier, le tibétain de Lhasa, qui sert de langue véhiculaire entre les différents locuteurs tibétains. À noter que le Dzongkha, qui est la langue officielle dans le royaume de Bhoutan, est une langue apparentée au tibétain. Le tibétain utilise un alphabet particulier, l'alphabet tibétain, composé de 30 consonnes et de 4 voyelles. Enfin, concernant la répartition ethnique de la région autonome du Tibet, nous avons à peu près 85 à 90% de Tibétains et une minorité Han. Alors, comment explique-t-on cette situation linguistique? Eh bien, là encore, c'est l'histoire
qui va nous donner les clés. Bien que les premières traces humaines remontent à plus de 30 000 ans, on constate vers moins 8000 le développement de l'agriculture dans le bassin du fleuve Jaune et dans le sud de la Chine, où des populations ont commencé à migrer vers le plateau. Il ne faut pas oublier que le plateau tibétain est situé à plus de 4000 mètres d'altitude. Par conséquent, les Tibétains ont développé des gènes afin de s'adapter à ce milieu, notamment le gène EPAS1, hérité en partie des Denisoviens, une population humaine archaïque disparue. Ces gènes leur permettent de mieux tolérer l'hypoxie, le faible oxygène, ce qui explique leur installation durable là où d'autres populations auraient du mal à survivre. Puis sous l'Antiquité, un certain nombre de chefferies et de royaumes apparaissent, dont notamment le royaume de Chonchon, puissant royaume situé à l'ouest tibétain, lié à la culture Bön. La culture Bön est un ensemble de croyances animistes et chamaniques tournant autour de la culture des montagnes, des esprits de la nature, ayant des rituels de protection. Le Bön aujourd'hui a intégré des éléments bouddhiques et il demeure minoritaire, mais il est toujours considéré comme l'une des 5 croyances traditionnelles des Tibétains. Puis au IIe siècle avant notre ère, apparaît la dynastie des Yarlung. Elle tire son nom de la vallée du même nom et serait issue de rois mythiques comme le premier roi semi-légendaire, Nyatri Tsampo. Les premiers rois régnèrent sur des chefferies locales, puis développèrent des systèmes politiques rudimentaires, une hiérarchie militaire ainsi que des rites religieuses proches du Bön. Mais c'est sous son 32e roi de cette dynastie, Songtsen Gampo, que les tribus vont être unifiées et qu'un empire tibétain va être créé. Tongtsen Gampo transféra la capitale à Lhasa et fit bâtir le premier palais du Potala. Il noua des alliances en épousant une princesse népalaise et chinoise de la dynastie Tang et introduisit le bouddhisme au Tibet. Le Tibet devint à cette époque une grande puissance d'Asie. L'écriture sanskrit d'Inde fut introduite. C'est à cette époque que les Chinois vont commencer à désigner le Tibet sous le nom de Tubo. Mais c'est sous le règne de Langdharma au IXe siècle que l'empire tibétain commença à se fragmenter, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, l'empereur commença à persécuter le bouddhisme au profit des traditions anciennes et il fut dès lors assassiné par un moine bouddhiste. Comme le pouvoir impérial reposait essentiellement sur la personne de l'empereur et non sur des alliances de tribus, eh bien, après l'assassinat de l'empereur, s'ensuivit une crise de succession entre les fils de Langdharma et donc ainsi une guerre civile. Et les voisins du Tibet vont profiter de cette guerre civile et de cet affaiblissement. C'est ainsi que la Chine des Tang ou les royaumes indiens ou d'Asie centrale vont essayer de reprendre un certain nombre de territoires aux Tibétains. L'empire tibétain va ainsi perdre des territoires au Népal, au Cachemire, mais aussi au Xinjiang. Le Tibet se morcelle en chefferie locale dirigée par des familles nobles ou des seigneurs de guerre. C'est ce qu'on appela l'ère de la fragmentation qui va du 9e au 11e siècle. Mais à partir du Xe siècle, on assiste à une renaissance tibétaine. Cette renaissance tibétaine est plus une seconde diffusion du bouddhisme au Tibet, qu'on va appeler le Chidar. Cette renaissance se manifeste par la fondation de grandes écoles bouddhiques, Kadampa, à Kagyu, à Sakya ou à Gnima, ainsi que la traduction massive de textes sanskrits permettant au bouddhisme de prendre sa forme classique. Et puis vous savez qu'à partir de 1240, l'Asie est confrontée à l'invasion mongole. Alors les Mongols ne vont pas gouverner directement le Tibet, mais ils vont la gérer comme une région administrative. Ainsi, vous avez d'une part un bureau des affaires bouddhistes et tibétaines qui gère indépendamment le Tibet des autres provinces de la Chine, des Yuan. Ce bureau choisissait d'ailleurs un Ponchen. De l'autre côté, les Tibétains conservaient un pouvoir sur les affaires religieuses via les lamas de l'école de Sakya. Et puis, après le déclin de la dynastie mongole des Yuan en Chine, eh bien, le Tibet se retrouve de facto indépendant et ce pour 400 ans. Il fut d'abord dirigé par la dynastie locale des Phamodrus, mais en raison des conflits internes sur la précédente dynastie et du fort localisme des différents fiefs et des factions politico-religieuses, eh bien, les seigneurs de Rinpoungpa prirent l'ascendance à partir de 1640. Le Tibet demeure
partagé et fragmenté entre les différentes lignées aristocratiques et bouddhistes. Le chef mongol Gushi Khan soutient le 5e Dalai Lama, Ngawan Lobsang Dijatso, chef de l'école Gelug, contre leurs rivaux. Il reçoit même le titre du roi protecteur du Tibet. Grâce à ses armées, le 5e Lama unifia le Tibet et fonda le régime du Gaden Prodang. Il installa sa capitale à Lhasa et fit construire le palais du Potala. Cette relation entre le chef mongol et le Dalai Lama, autrement dit cet échange politico-religieux, est nommé le Choyun, c'est-à-dire patron-prêtre. Et au final, le Tibet se retrouve dirigé comme une théocratie, puisque le Dalai Lama à la fois a des pouvoirs spirituels et temporels sur le Tibet. À la mort du 5e Lama, caché pendant 15 ans par son régent, Sangye Gyatso, le Tibet est affaibli par des luttes internes entre monastères et aristocratie. Et puis les anciens protecteurs du Tibet, les Mongols Kotchot, en 1705, vont être défaits par les Mongols Dzungar, que nous avons mentionné dans le Xinjiang. Et ces derniers, les Dzungars, vont en profiter pour envahir Lhasa. Ils vont tuer le régent et prendre contrôle du Tibet, ce qui provoqua l'intervention de la Chine et de la dynastie des Sing, qui vont chasser les Dzungars en 1720 et installer le 7e Dalai Lama. Le Tibet ne va pas pour autant être annexé par la Chine. Il s'agira plutôt d'une suzeraineté impériale. C'est-à-dire que les Chinois reconnaissent l'autorité religieuse du Dalai Lama, mais celui-ci doit légitimer le pouvoir des Sing sur les Mongols. Pour cela, les Sing vont installer 2 représentants impériaux, qu'on va appeler les Ambans, chargés de superviser les affaires tibétaines en matière militaire et diplomatique. Mais pour le reste, sa vie religieuse ou administrative, le Tibet va demeurer autonome jusqu'en 1911, à la chute des Sing. Et puis, il faut considérer que c'est durant cette période que le Qinghai va être détaché du Tibet pour devenir une province chinoise. Et puis il faut également signaler que c'est au cours du 19e siècle que l'on a ce qu'on appelle le grand jeu entre d'une part la Russie et d'autre part la Grande-Bretagne. Et le Tibet représente un intérêt stratégique. En 1904, les Britanniques vont envahir Lhasa et vont imposer un traité commercial, mais ils ne vont pas annexer la région. En 1906, la Grande-Bretagne, désireuse d'entretenir des relations amicales avec la Chine, décide de signer un nouveau traité confirmant la suzeraineté chinoise sur le Tibet. En 1907, c'est au tour de la Russie de reconnaître cette suzeraineté chinoise. Ici, on parle bien de suzeraineté et non de souveraineté. Alors la suzeraineté, c'est un concept qui vient du Moyen-Âge, où une puissance, le suzerain, exerce des droits sur son vassal. Mais le vassal peut continuer à demeurer autonome. Dans le cas du Tibet, c'est le cas. Mais après la révolution chinoise de 1911, qui renversa la dynastie Sing, le 13e Dalai Lama refusa tout titre chinois et se déclara de facto souverain d'un Tibet indépendant. Et là, on parle de souveraineté, c'est-à-dire d'exercer son pouvoir de manière complète, sans l'approbation d'un suzerain. Mais cette reconnaissance est limitée malgré la signature de la conférence de Shimla pendant la Première Guerre mondiale avec les Britanniques qui traçaient pourtant une frontière entre l'Inde et le Tibet, puisque cette conférence n'a jamais été reconnue par la Chine. Puis pendant l'entre-deux-guerres, le Tibet introduit des réformes fiscales et administratives, crée une armée régulière, introduit même des écoles, mais elle demeure largement féodale et dominée par une élite monastique. De plus, le pays vit dans une quasi-autarcie. Les tensions persistent avec la Chine républicaine qui considère le Tibet comme une province. En 1935 naît le 14e Dalai Lama, intronisé en 1939. Donc jusqu'en 1949, le Tibet demeure indépendant de facto, gouverné par ce jeune Dalai Lama, tout simplement parce que les autres puissances étrangères ne reconnaissent pas de jure cette indépendance. Lorsque le pouvoir communiste arrive au pouvoir, il annonce vouloir libérer le Tibet. Ainsi, en octobre 1950, l'armée populaire de libération, l'armée chinoise, franchit la frontière avec le Tibet et bat l'armée tibétaine à Chamdo, suivi de la signature de l'accord en 17 points, le Tibet reconnaissant la souveraineté chinoise. Entre 1950 et 1959,
une coexistence fragile demeure avec le Dalai Lama. Les Chinois construisent des routes, des infrastructures, installent des garnisons et tentent aussi d'introduire des réformes agricoles et sociales. Mais en 1959, des révoltes apparaissent qui sont réprimées par l'armée chinoise et qui conduisent en fait à l'exil du Dalai Lama. Entre 1960 et 1970, Pékin abolit les institutions féodales, redistribue la terre et les monastères, perdant ainsi leur domaine et connaît une histoire similaire au reste de la Chine avec la révolution culturelle et les réformes de Xiaoping. Alors, regardons d'un point de vue économique. On a pu voir que depuis que le Tibet est chinois, Pékin a investi massivement dans les infrastructures. On peut mentionner par exemple la voie de chemin de fer entre le Qinghai et le Lhasa qui a ouvert en 2006. Elle a également ouvert un certain nombre d'écoles. Elle subventionne et elle promeut le tourisme. Mais à partir des années 2000, une croissance stable autour de 8 à 10% avec une industrialisation accrue dans l'exploitation des mines, l'énergie, le développement urbain, va petit à petit chuter après le Covid et la fermeture des frontières. Cette croissance a baissé, mais elle revient aujourd'hui avec le retour des touristes chinois, ainsi que de nouveaux projets comme le chemin de fer entre Lhasa et Niangxi. Le PIB de la région autonome du Tibet est passé de 1,4 milliard à près de 33 milliards de dollars. Et le PNB par habitant, lui, est passé de 4 500 à plus de 65 000 dollars par habitant. À noter enfin que la monnaie utilisée est le yuan comme dans le reste de la Chine. Regardons plus en détail les secteurs économiques. Alors on voit que le secteur primaire reste quand même important avec 10%, mais se concentre essentiellement dans l'élevage pastoral ou la culture de l'orge et du blé. Le secteur secondaire est en plein essor puisqu'il est à 37%, avec tous ces grands projets dans le BTP et les infrastructures qui contribuent sans oublier les grands barrages et les mines. Enfin, le secteur tertiaire est en plein essor puisqu'il comprend près de 53%. Le tourisme joue un rôle majeur, surtout dans les villes. Le commerce également, vers le marché intérieur ou le Népal. Et enfin, l'administration publique est un gros pourvoyeur d'emplois, contribue à ce chiffre. Regardons plus en détail la culture. Alors, on peut d'abord mentionner un certain nombre de scientifiques tibétains, notamment Yeshe Dongden, qui est un médecin tibétain très réputé, qui pratique la médecine traditionnelle. On peut également mentionner les peintres tibétains comme Amdo Jampa, qui est sans doute le peintre tibétain le plus connu du XXe siècle, et enfin des écrivains et des poètes tibétains comme Jendung Chopel, qui est un moine intellectuel et écrivain considéré comme le plus grand penseur moderniste tibétain. Concernant la gastronomie, nous pouvons mentionner d'abord les plats à base de yak, qui est incontournable, tels que le lait, le beurre, le fromage, la viande ou les produits dérivés comme le cuir. Également l'orge, qui est la céréale la plus cultivée en altitude, au Tibet, et les produits laitiers comme le lait caillé et le fromage. Parmi les plats et spécialités, il faut mentionner le tsampa, qui est une farine d'orge grillée mélangée à du thé ou du yaourt, les fameux momo, qui sont des raviolis farcis, le tukpa, qui est une soupe de nouilles, et les fromages tibétains. Enfin, en boisson, il faut mentionner à la fois le thé au beurre salé, qu'on appelle le pocha, ou le thé sucré. Concernant le sport, vous avez à la fois les sports et les pratiques traditionnelles, comme les courses de chevaux, le sport le plus célèbre et ancré dans la culture tibétaine, le tir à l'arc ou la lutte, qui sont des pratiques anciennes, les courses de yak, plus rares mais présents lors de certains festivals, et également le sport moderne, notamment le football qui a été introduit en 1950 et le basketball, l'athlétisme et bien sûr avec l'altitude les sports d'endurance. Enfin, il faut mentionner les sports liés au relief et au tourisme, comme l'alpinisme, le trekking, la randonnée ou l'escalade. Je terminerai mon exposé en évoquant les défis du Tibet. D'abord, nous devons mentionner les défis géopolitiques. Comme nous l'avons mentionné, le Tibet est frontalier du Népal, du Bhoutan, du Myanmar et de l'Inde, qui sont à la fois des frontières stratégiques, mais également sensibles. Des défis également politiques concernant la succession du Dalai Lama. Les défis économiques, on vient de voir, la Chine investit massivement, ce qui peut créer des inégalités socio-économiques. Et puis enfin, des défis environnementaux liés au réchauffement climatique et notamment la fonte des glaciers ou la désertification des pâturages. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.